Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, puisque le prochain long métrage de Richard Linklater va être présenté là ces prochains jours au Festival de Cannes, j'en profite ici la veille du début du festival, au moment où cette vidéo est publiée si je ne me trompe pas, pour refermer la boucle de sa trilogie Before. Oui, on va parler de Before Midnight, sorti en 2013, un peu moins de 20 ans quand même, 18-19 ans après le premier. J'ai évidemment évoqué les deux autres avant en vidéo, et on retrouve ici, dans les rôles de Jesse et Céline, Ethan Hawke et Julie Delpy, Julie Delpy, elle est française, qui coécrivent évidemment l'histoire. Ils ont pris ensemble la pleine mesure de leur protagoniste. Autour d'eux, on retrouve le jeune Seamus Davy Fitzpatrick, qui interprète le fils de Jesse, on le voit que au début, un gamin qui a été célèbre pour sa prestation dans la remake de La Malédiction, et qui était avant dans Moonrise Kingdom. Quelques actrices et acteurs grecs qu'on va pas forcément noter, et la française Ariane Labed, qui a vécu en Grèce, qui a joué dans un Yorgos Lanthimos, et qu'on a récemment vu dans The Brutalist. Donc on reprend les mêmes et on recommence, sauf que cette fois-ci, Jesse et Céline ne se retrouvent pas, comme ils l'ont fait dans le deuxième volet, ils sont bel et bien ensemble. Voilà, spoil d'emblée, mais bon, c'est dans le synopsis. Attention, ils ne sont pas mariés, c'est important, mais ils ont eu des jumelles, voilà, qui parlent plus français qu'anglais. Enfin bon, de toute façon, ils vivent à Paris, sur le papier, mais là, ils sont en vacances en Grèce. Et au début du film, le fils de Jesse va rejoindre son ex-femme. C'est intéressant que le métrage s'ouvre ainsi sur une absence de Céline, parce que c'est un film qui va montrer les balbutiements de ce couple qui commence à entrer dans une certaine routine, qui s'aime encore, forcément, fatalement, mais il pourrait y avoir quelques accros, maintenant qu'ils vivent ensemble depuis un certain temps, quoi. Et le temps de ces vacances en Grèce, il va y avoir une discussion entre les deux. Après, donc, une première partie où on les voit avec des amis, avec leurs filles, etc. Ils vont se retrouver dans une chambre d'hôtel, c'est un petit cadeau que leurs potes leur ont fait, parce que c'est vrai qu'ils ne sont jamais que tous les deux, donc l'idée d'avoir des enfants et d'être toujours entouré fait que on perd un peu l'alchimie du couple. Et ça peut péter, quoi, à tout moment. Mais je resterai vague sur le principe, je vous laisserai profiter de cela en découvrant le film si vous ne l'avez pas fait. Ce qui est passionnant ici, c'est que en tant que troisième volet, on pourrait imaginer des redites ou, vous savez, un certain forcing sur le fait de les retrouver ensemble. Eh bien non, ça passe totalement. Bon, j'avais anticipé l'idée qu'ils seraient ensemble sur le troisième opus sans trop le savoir. Et j'ai envie de dire qu'après le visionnage, j'ai même presque l'impression que c'est potentiellement et intrinsèquement le meilleur des trois, même si le premier a une aura exceptionnelle, le 2 est très bien aussi. Mais là, on referme une boucle, et c'est passionnant, parce que cette trilogie Before, au sens large du terme, parce que, et c'est Richard Linklater, il le fait aussi avec Boyhood, joue sur le temps. C'est un film de voyage dans le temps, enfin, trilogie de voyage dans le temps, et un film qui convoque le voyage dans le temps. Voyage mental, voyage humoristique aussi, puisque vers la fin, il y a une histoire d'eux, qui d'ailleurs renvoie à une des premières discussions qu'ils ont eues ensemble dans le train, sur le premier film. Et justement, en faisant cet écho-là, on ferme cette boucle. Tant et si bien que, arrivé au bout, voilà, on a une petite tension, on a de l'émotion pour eux, tout ça, je vous dis pas si ça se termine bien ou non, mais on se dit que ça s'arrêtera là. Je sais qu'il y avait eu des rumeurs de quatrième film, aucun intérêt. Ils ont peut-être même essayé, Ethan Hawke, Julie Delpy et Richard Linklater, je crois, de ce que j'ai cru lire il y a quelque temps, d'imaginer une quatrième histoire. Mais non, c'est parfaitement important, je pense, de s'arrêter là, quand bien même par envie nostalgie, on pourrait avoir envie de les retrouver, bien sûr, bien sûr. Mais je trouve qu'ici, les trois forment vraiment un ensemble extraordinaire. J'aurais presque envie de dire que le 2 paraît un peu désuet par rapport au premier et au 3, même si, pris à part, il est très bien, et puis c'est important, c'est les retrouvailles, ce qui fait que sans le 2, il n'y a pas le 3, voilà, tout simplement. Mais ce qui est fort ici, c'est que on retrouve la sève des deux autres.
de toute façon, avec ces dialogues, ces échanges culturels, philosophiques, existentiels, qui montrent aussi l'évolution 18-19 ans après leur première rencontre, l'innocence et on va dire le romantisme de base, même des retrouvailles, c'est un peu dissipé. Maintenant, ils se côtoient au jour le jour. Donc il y a les affres de la vie qui font que, etc. Bon, les jumelles, mais c'est des filles qu'ils adorent, évidemment, mais il y a ça. Le fait que, par exemple, au niveau du travail, bon, Jesse continue à écrire, il est toujours connu, tout ça, il se prend un peu la tête, hein, il se monte le bourrichon, mais bon, en soi, c'est la poursuite de ce qu'on avait vu de lui avant. Tandis que Céline, elle a une déception professionnelle qui est énoncée d'ailleurs, ils sont dans la voiture, hein, une scène avec les jumelles qui dorment derrière, ils sont presque en intimité mais pas trop, où on lui annonce que les éoliennes et tout, bah non, elles vont pas se construire, donc tout ça. Mais elle espère quand même rester sur Paris pour travailler avec le gouvernement. Ah, ce nouveau gouvernement, il va peut-être faire les choses bien. Oui, 2013, hein, c'est période Hollande, on y croyait. On croyait que la gauche était au pouvoir, parce qu'elle, elle est gauchiste et féministe, hein, on le sait depuis le début. Mais bon, on a vu ce que ça a donné. Hein. Niveau gauchisme, entre guillemets, on repassera. Voilà, je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord avec ça, mais quand même. Hein, voilà, la gauche au pouvoir, hein, ça a été juste les premières années de Mitterrand, et c'est tout. Après, il faut remonter au Front Populaire, etc. Bref, parenthèse refermée. Et donc, elle veut quand même rester sur Paris, et c'est là où Jessie essaye de s'engouffrer dans une petite brèche en se disant, et si on retournait vivre, enfin, si on allait vivre ensemble à Chicago, pour qu'on soit plus proche de mon fils, parce qu'il y a ce fils qui quitte, donc il a passé les vacances avec son père, hein, parents divorcés, bon. Et il a envie de se rapprocher de lui. Et d'ailleurs, Céline aime beaucoup le fils de Jesse, ils sont très proches, hein. D'ailleurs il l'appelle, et on sent qu'il y a une connexion, moins peut-être avec le père, même si on voit toute cette scène d'intro qui est hyper importante. Et bah, Céline, elle se dit, ouais mais moi j'ai envie de rester sur Paris, j'ai envie d'y croire encore, pourquoi je te suivrai à Chicago? Et il y a cette histoire donc de qui va prendre les décisions, le mâle contre, on va dire, la femme qui ne veut pas être soumise. Donc c'est ainsi qu'elle relance un peu son féminisme qui est très intéressant, parce que lui il se veut rationnel sur le papier, et hop, elle lui met en travers de la gueule l'idée que oui, alors toi t'es rationnel et moi c'est ça, je suis hystérique, hein, je suis sur mes émotions. Donc on a ces vieux clichés justement rapport à hommes et femmes que sans le vouloir vraiment, Jessie remet en avant parce que c'est l'homme, hein, c'est l'homme américain, et l'homme père avec son fils, connexion, et il en oublie un petit peu les idéaux de sa femme, et surtout le fait que sa femme, elle a cette charge mentale aussi, parce qu'elle travaille, mais en rentrant elle s'occupe aussi de la maison et des filles. Et lui, il écrit, quoi. Bon, il est là, hein, c'est le père au foyer qui écrit, d'accord, mais bon, c'est elle qui en fait quand même beaucoup en revenant. Il y a tout ce truc-là, et évidemment, à Chambre d'hôtel, dans la dernière partie du film, les langues se délient, les moments sont intéressants, une scène potentiellement sexuelle va se tourner en dispute, ça c'est très, très intéressant. Et donc, c'est fort d'ouvrir le film, justement, sur Jesse et son fils, Hank, ou Henry, parce que, bon, surnommé Hank, où on voit qu'il veut tout faire pour être le magnifique père, oh mon Dieu, et il en fait trop. Ça se voit. Et d'ailleurs, le gamin, il l'aime, son père, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est pas qu'il est gêné, mais voilà. Ah, je serai là pour ton concert, tiens, il faut que tu fasses du foot, t'es doué. Ouais, le gamin, il a peu envie, il rentre dans l'adolescence, il a d'autres priorités peut-être. Relation compliquée avec sa maman. D'ailleurs, Céline déteste l'ex-femme de Jesse, comme l'ex-femme de Jesse déteste Céline. Et ça, Jesse, il veut pas trop qu'elle en parle, que c'est une alcoolique et tout, qui manipule son fils. Il y a un truc très grave hein, derrière, on le sent, hein, c'est lourd, quoi. Ce qui est presque d'ailleurs l'ambiguïté, le paradoxe de ce dialogue, c'est qu'on sent qu'elle est très proche du fils, qu'elle a envie de le retirer peut-être des affres de la mère qui est toxique hein, pour le gamin, mais en même temps, elle veut quand même continuer à vivre sa vie professionnelle et son existence de femme libre, donc à travailler avec le gouvernement. Oui, il y a cette idée-là qu'on pense qu'à ce niveau-là, ça pourrait créer une séparation quand même, hein, parce qu'elle le sait. Elle le sait qu'il serait mieux avec son père potentiellement, et elle, en tant que belle-mère, bonne relation. Mais en même temps, elle fait le choix aussi de vouloir continuer son métier et d'approfondir ses perspectives professionnelles sur la capitale. Donc ce qui implique que Henry, ne pourrait probablement pas aller vivre avec eux en France. Il perdrait ses potes et tout, ce serait pas forcément mieux pour lui, bon bref, etc. Et il y a toute cette idée-là, voilà, qui est passionnante. Et après, bon, on pourrait croire que le dîner entre amis et tout serve à rien. Non, parce que ça parle de beaucoup de choses, pas forcément futiles, hein, sur l'amour, la vie, l'amitié, le sexe, tout ça. On voit la perte de l'innocence, on voit des quadras qui commencent un petit peu à plaisanter sur certaines choses, mais on les voit aussi regretter un certain temps.
Et ça parle de l'avenir aussi, parce que ça voyage dans le temps. On parle de la nostalgie, etc. Le présent qui est là, qui est diffus, hein, justement, dans la discussion, pas vraiment là, sans être là, mais il est de facto présent, ce présent. Et on évoque l'avenir, on imagine l'intelligence artificielle. C'est intéressant de voir ce film 12 ans après sa sortie. On parlait d'ordinateurs qui pourraient même écrire des livres. Bah oui, mais avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on est en plein dedans. Hein. Cette discussion serait encore plus décuplée de nos jours. Bon, va-t-elle remplacer à terme l'intelligence artificielle tout corps de métier et toute prestation artistique? Croisons les doigts que non, que ce soit toujours contrôlé par le cerveau humain et l'envie artistique derrière, mais on est en plein débat actuel là-dessus. Si quatrième volet il y avait un jour, à la rigueur, ça pourrait au moins donner une scène sur ce point-là. Mais je pense pas que pour le reste ce soit très pertinent. Je reviens à ce que je disais avant. Donc tout paraît important dans ce film, dans la construction. Déjà, le hors-champ de Céline dans la première partie, puisqu'il y a le père et son fils. La fausse intimité dans la voiture avec les jumelles qui dorment derrière, mais où ça commence à discuter, mais pas trop quand même. On plaisante parce qu'il y a quand même des filles derrière. Le moment entre amis où on sent que l'intimité n'est pas là, mais ça donne des envies, et eux-mêmes donnent l'envie en leur offrant donc, cette chambre d'hôtel, après d'en découdre, de se retrouver sur le plan romantique et tout, mais surtout, c'est l'occasion de se parler franchement, et de se parler vraiment, parce que c'est ça l'important, c'est le réel. Mais reconnexion avec le réel à la fin, quelles que soient les plaisanteries sur le voyage dans le temps ou sur le reste, enfin on parle vrai, c'est comme ça qu'on peut sauver l'amour. C'est un petit peu l'histoire du film, quoi. Enfin, potentiellement, si on veut rester connecté avec l'amour de sa vie, aller au-delà de la routine et des perspectives du futur ou du sorte de regret nostalgique d'un passé fantasmé, parce que finalement l'évolution n'est pas un mal, eh bien il faut prendre le temps de discuter, de parler, de se dire les choses. Et c'est ce qui se passe là. Et c'était nécessaire. Donc finalement, les amis, ils ont fait un gros cadeau. Jessie et Céline sans même trop le savoir. Voilà. Bref, c'est un film qui est très important, qui est très riche, et qui conclut parfaitement la trilogie. Bravo, monsieur Richard Linklater. Je pense que là, on tient, on va dire, son cinéma chef-d'œuvre avec ces 3 films. Parce que, je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'ai parfois un peu de mal avec son approche cinématographico, fondamentale. Il y a des trucs, par exemple, sur Boyhood, il faudra que je le revoie un jour, mais j'avais eu un peu de mal dans le concept, quoi. Ah, le concept, voilà. Récemment, j'ai fait le Scanner Darkly, qui est très bien, mais... voilà, vagues réticences sur lesquelles je n'ai pas vraiment mis de mots particuliers, je pense, dans la vidéo, mais c'est quand même très bien. Et là, on a quand même, à mon avis, son summum de cinéma de ce que j'ai vu de lui. Bon, j'ai aussi fait Rock Academy il n'y a pas longtemps, mais c'est un peu à part, même si c'était passionnant sur ce qu'il arrivait à injecter dans une commande. Donc, on peut être confiant peut-être sur Nouvelle Vague. Alors, Nouvelle Vague va parler de quoi? Parce qu'il va convoquer le passé pour le mettre de nos jours. Peut-être que justement, il va y avoir une forme de voyage dans le temps aussi, parce qu'il joue toujours avec le temps, Linklater. On découvrira ça. Alors, certains auront la chance de l'avoir à Cannes. Je pense pas qu'ils sortent en même temps, parce que des fois, il est sorti en parallèle nationalement. Peut-être, je ne sais pas. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas eu de nouvelles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'y intéressera quand il sera disponible pour le commun des mortels, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Et en attendant, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Before Midnight, de la trilogie dans son ensemble. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.